Kaya ranzira botasira jabanu hayno mbako ji presente vanu kabati ya ji presente kaya hapa ro double class aba mfikoro ka hani raka hababanu ina muhaishia ya kwenda ni mweste na bakanda tuwao kaya haini baba hanu haini ndongwe kaundo ramba banu banu ridungu siasa ni siasa hiyo tendwa ni Mungu ni mruo wa mtu wa sharia amfikoro kaya labda ekaka jeste izo kaundo risomao ya bonga fikiro kaya nani zitendo kanao ziste ngeri jowo ba nyo ndo hadi waniho ritengele hunu ba ngaba mudro kaya le jikanda shodo ya haju ngeda mi ntujo kam sabadiayi idiri shideri dungeze hazahatu wa dungeze le kawdo information kawdo rinsa hawan direndele hedam le kawo be da dimu o yi fundi watu hamade hedi mwajuwa haunde hedir jo heshel zanaba ha monsieur Tamimu yabo haina ya katihiri kausto diha keria shirekile shiketi roju nisome mzima wa itepe Je pense que tout le monde est bien là-dessus. Ça ne dérange personne. Non, ça va être difficile pour moi de le faire comme rien, donc j'espère que ça va déranger personne. Donc, non, j'aurais aimé bien le faire, mais je sais que ça peut être un peu dérangeant. J'ai quelques mots, certaines notions que j'aurais du mal à les dire en comorien, donc ça pourrait déranger le déroulement de la formation. On va faire ça en français. Je pense que s'il y a des choses qu'on ne comprend pas, on peut me demander, je peux faire l'effort de les expliquer en comorien. Alors, comme on vous a dit, je suis Tamimu Ibrahim. Je suis quoi? Quand je suis chef d'entreprise, j'ai une jeune entreprise qui s'appelle Smart View Web Solutions, qui est spécialisée dans le développement de solutions web et en marketing digital. Je suis activiste. Par pas mal d'initiatives et associations ici au Comores, à l'international pendant les 5 dernières années. Et je donne parfois cours, je donne cours à l'université, à l'IUT en génie informatique. Donc voilà qui je suis. Comme on vous a dit aujourd'hui, on est là pour une session, une première session, parce que je m'étais mis d'accord avec l'équipe qui dirige le JPEG de travailler ensemble sur des sessions de développement personnel. Donc on va essayer aujourd'hui d'entamer une première formation en développement personnel. Est-ce que les gens savent ce que c'est que le développement personnel? Non. Ok, alors, peut-être commencer par parler de ce que c'est. Peut-être savoir une chose, hein. En tant que personne, on pense que l'on se connaît. D'accord? C'est vrai, on se connaît, on sait d'où on vient, parfois on peut dire je sais où je veux y aller, je sais ce que je veux faire. Mais en tant que personne, on a énormément de force, on a énormément de potentiel, on a énormément de capacités que c'est pas tout le monde qui a la possibilité de savoir qu'est-ce que je suis capable de faire, qu'est-ce que je suis capable de devenir, et pour se permettre enfin d'utiliser ces potentialités et de réaliser de grandes choses. Donc le développement personnel, c'est quoi? C'est comme une science qui aide les personnes à se découvrir soi-même, à découvrir ses potentialités, à avoir la confiance qu'il faut, à avoir la performance qu'il faut pour réussir dans sa vie. Que ce soit dans vos vies privées, que ce soit dans vos vies, vous êtes ici en tant que militant politique, donc dans votre carrière politique, ou dans vos carrières, plutôt dans vos vies relationnelles. C'est à cela que sert ce que l'on appelle du développement personnel. Alors il y a un mot, il y a des mots qu'on donne, moi je préfère quand je fais la formation de dire que je fais du coaching. Donc, essayons de voir, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de garçons, on a tous été dans un club de foot, on a tous été dans un club de volley, ou quel sport que ce soit, à l'école ou dans nos villes. Et on a toujours eu un coach qui est là pour organiser, pour aider, pour structurer et nous pousser à aller. Donc ce que l'on va faire ensemble, pendant le temps
partager des choses, on va faire des séances de coaching. L'idée, c'est d'arriver à ce stade qu'on appelle développement personnel. Très personnellement, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. C'est quelque chose qui a très radicalement changé ma vie, le développement personnel. Je l'ai découvert un peu plus jeune et ça m'a ramené à découvrir énormément de choses sur moi d'abord, sur qui je suis, qu'est-ce que je suis capable de faire, où je peux, quelles sont mes limites, où dois-je y aller, c'est quoi ma façon de réagir aux situations différentes, devant l'échec, devant la réussite, devant mes ambitions, etc., etc. Et ça a été le cas de pas mal de personnes, ce qui fait qu'aujourd'hui, que ce soit dans des structures politiques comme les vôtres, que ce soit dans des entreprises, que ce soit dans la vie courante, les notions de développement personnel sont très importantes, ce qui nous permet d'arriver là où on veut y aller. Le développement personnel permet surtout d'orienter nos attitudes, notre façon de réagir devant des situations de vie. Je n'ai pas un verre ici. Et si par exemple, je prends la bouteille que j'ai avec moi ici, et que je vous demande de me décrire cette bouteille, il y a du jus dedans. Si vous devez dire cette bouteille est comment est cette bouteille? Voilà. Ok, il y en a qui vont nous dire que cette bouteille elle est presque à moitié remplie. C'est vrai. Il y en a qui vont me dire cette bouteille est presque à moitié vide. N'est-ce pas? Les deux réponses sont vraies. La bouteille est en même temps à moitié remplie, mais aussi à moitié vide. Mais c'est lui qui a donné la réponse de moitié remplie et c'est lui qui a donné la réponse de moitié vide. Ils n'ont pas les mêmes attitudes, ils n'ont pas la même façon de réagir, ils n'ont pas la même façon de concevoir les choses. Celui qui dit que la bouteille est à moitié remplie, c'est une personne optimiste. C'est une personne qui essaye de voir le bon côté des choses. Celui qui dit ah non, cette bouteille est à moitié vide, c'est une personne peut-être pessimiste. Ou une personne qui voit la difficulté dans les choses. Vous comprenez? Alors, ces deux manières de voir les choses, ces deux attitudes sur deux personnes différentes font qu'une des personnes sera une personne qui peut facilement réussir dans la vie ou feront que l'autre personne sera une personne qui difficilement pourra réussir dans la vie. Vous comprenez? Donc le développement personnel, c'est cette science qui va nous permettre d'avoir une bonne manière de voir les choses, des bonnes attitudes, la bonne manière de réagir devant une situation professionnelle, personnelle, relationnelle dans la société et surtout dans votre vie de militant. Moi, j'ai eu une grande importance de venir vous voir parce que j'ai aimé cette initiative d'avoir une aide de jeunesse dans le parti politique. Moi, je ne suis pas militant politique, très personnel, pour des raisons assez personnelles, mais je sais que pour changer les choses, il faut toujours de la politique. On ne peut pas changer le monde quand il n'y a pas de politique. Mais il faut que ces personnes qui vont faire la politique soient des personnes ambitieuses, soit des personnes bien intentionnées, soit des personnes intègres, soit des personnes qui surtout ont un objectif bien structuré, des idéaux, des valeurs et toutes ces choses qui font de l'homme politique, pas une personne qui viendra là faire comme les autres qui ont été là avant vous, qui sont venus saccager le pays, qui sont venus faire des bêtises et qu'on est aujourd'hui en train de dire oh, on est en arrêt. Donc, moi, c'est l'importance que j'ai donnée à cette initiative que vous faites. Ben, je peux vous encourager et j'espère bien qu'à partir d'aujourd'hui, on aura la chance de se revoir souvent pour parler de ces notions de développement personnel. D'accord? Okay. On va faire une chose très simple. J'espère que vous allez suivre avec moi. C'est juste 2-3 minutes pour essayer quelque chose de très simple. Je vous demanderai s'il vous plaît de fermer vos yeux. Voilà, essayez de fermer vos yeux.
Laissez-vous emporter par cette mélodie. Monsieur, je vois que vous avez ouvert votre. Essayez surtout de faire le vide. Ne pensez à rien. Réfléchissez pas. Et s'il y a une pensée qui vous revient, essayez de vous rappeler que vous voulez ne pas réfléchir. Maintenant, je vous demande de ramener votre concentration au niveau de votre poitrine. Ramenez votre concentration au niveau de votre poitrine. Essayez de ressentir le mouvement qu'il fait, le mouvement d'inspiration et d'expiration qui cause notre respiration. Essayez de ressentir votre poitrine qui bouge. Maintenant, essayez de ressentir l'air qui sort et qui rentre dans votre corps par la respiration. Concentrez-vous sur la respiration. Ressentez cet air qui sort, cet air qui rentre, votre cœur qui bat, pour que tout cela se fasse. Ouvrez vos yeux. Est-ce que pour ceux qui l'ont bien fait, parce que j'ai vu pas mal qui ne l'ont pas vraiment fait, comment vous avez senti cela? Ce petit moment que vous avez pensé, que vous avez passé avec vous. Est-ce que quelqu'un peut me décrire comment ça a été? Je peux faire une description. Oui. Voilà, et c'est senti soulagé. Et apaisé. Quelqu'un veut rajouter une chose? Le sommeil. Parce que... Toi, c'est assez strictement. Quelqu'un veut rajouter une chose qu'il a pu ressentir cela? Juste une question. Est-ce que vous vous êtes senti comme vous vous sentez d'habitude? Non. Donc, l'idée que je voulais vous dire sur cela, c'est que c'est parmi les choses qu'on fait lorsqu'on fait ce qu'on appelle de la méditation. Et ça nous ramène en 5 minutes, d'abord, à savoir que l'on existe, que l'on respire. Vous savez, on vit, on respire. Mais combien de personnes savent à l'instant qu'ils sont en train de respirer? Théoriquement, oui, on sait qu'on respire, sinon on serait mort. Mais qui ressent cette respiration? Qui ressent ces mouvements? Qui ressent cet air qui remplit ça? Très peu de personnes. D'accord? Alors, en une séance de 3 minutes, vous vous êtes pressenti d'une autre manière que la manière dont vous vous sentez d'habitude. Cela pour vous dire simplement que nous avons énormément de choses en nous que nous ne savons même pas. Ou que nous réalisons, non. C'était votre respiration, c'était tout simple. Et ceux qui l'ont bien fait devaient se sentir normalement apaisés. Si on avait pris 10 minutes pour faire cela, ceux qui étaient stressés auraient eu le stress qui se serait abaissé, ceux qui avaient de problèmes auraient vidé un peu la tête. Ça vous ramène à un niveau d'extase spirituelle. Donc c'est pour vous dire que normalement nous avons beaucoup de potentiel que nous ne connaissons pas. Et ce que nous allons faire pendant nos séances de travail, c'est d'essayer de voir ces potentiels, c'est d'essayer de voir ces forces qu'on a en nous, c'est d'essayer de voir cette confiance qu'on devait avoir en nous, la confiance pour nous de faire le changement, pour nous d'aller très loin, pour nous d'aller vers des choses que peut-être 2 ans après, ou 1 an avant plutôt, on n'aurait pas pu imaginer. Moi, je vous donne un simple exemple. Quand je regarde en arrière, 4 ans, 5 ans derrière, je regarde certaines choses que j'ai pu faire de ma vie personnelle, de ma vie professionnelle. C'est quand même, bon, je m'étonne parfois. D'accord? Je m'étonne parfois que je pu parcourir presque le monde. Je me dis, bon, ça c'est un rêve d'enfant d'être un peu partout dans le monde. Quand je regarde tout cela, quand je regarde des gens que je me disais, non, c'est une grande personne,
on ne pourrait peut-être pas avoir accès à eux, les Bill Clinton, les Kofi Annan, les Richard Branson, pour ceux qui sont intéressés du business, et toutes ces grosses personnalités. Peut-être que je me disais, non, je n'ai pas la chance de croiser ces gens, de les connaître, de passer du temps, de discuter, de se connaître. C'est des choses que je peux te dire, non. Quand tu es un jeune Comorien, quand tu n'as pas d'argent, tu n'es pas riche, c'est des choses que je peux dire, non. C'est inaccessible. D'accord? Mais lorsque vous vous connaissez, lorsque vous vous découvrez, lorsque vous voyez qu'il y a du potentiel en vous, la limite c'est ça. Et là, vous découvrez une autre personne, et vous êtes en train de faire des choses grandioses. Donc c'est là où on va essayer d'y arriver, Inch'Allah, j'espère bien avec vous. En commençant par notre séance de jour. Alors aujourd'hui, on va passer pas beaucoup de temps parce que vous avez une formation depuis matin, donc je ne vais pas vous retenir pendant longtemps. Mais on va essayer de faire la première séance, la plus importante pour moi, lorsqu'on veut faire du développement personnel. C'est de savoir comment trouver sa raison d'être. Pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on existe? Pourquoi on nous a envoyé sur cette terre? Je sais que chacun de vous peut se donner une réponse. Je vous demande pourquoi vous êtes là, ou c'est quoi votre raison de vie, c'est quoi votre objectif de vie. Je pourrais avoir des millions et des milliers de réponses. Il y en a qui vont dire, bon, mon objectif, c'est d'aller à l'école, non, je suis à l'université, c'est d'avoir de meilleures notes, d'avoir un bon travail, et avoir une famille, fonder une famille, etc. C'est fini. Il y en a qui vont dire, bah écoutez, la vie, ça n'a pas un sens. Pourquoi se casser la tête à se donner une raison de vie quand demain, peut-être, je ne serai pas là? Et il y en a qui peuvent vous donner d'autres et d'autres et d'autres. Mais avoir un objectif, avoir une raison de vie, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose qui nous permet beaucoup de choses. Un, c'est que ça nous permet d'être focus. Quand je fais quelque chose, cela doit toujours suivre et être en harmonie avec ma raison. D'accord? C'est que j'ai une direction. Je vous dis de vous prendre un peu comme un bateau. D'accord? Et de prendre la vie comme un vaste océan. Si vous êtes fixé en raison d'être, c'est comme si vous êtes en bateau, dans un vaste océan, avec une boussole, ou avec le vent qui vous est favorable et qui peut vous ramener au point où vous voulez être. Je ne sais pas si vous voyez l'image. Vous êtes en bateau dans la mer et vous avez un vent qui vous pousse. Vous êtes un voilier. Le voilier, il est poussé par le vent. Alors, vous avez un vent qui est favorable. Vous voulez aller à Moroni et vous avez le vent qui vous pousse vers Moroni, qui vous pousse vers le nord parce que vous voulez aller vers le nord. D'accord? Là, ça veut dire que vous avez une raison, vous avez une direction, vous avez quelque chose qui vous guide. Si vous vivez sans une raison de vie, c'est comme si vous êtes en bateau, dans la mer, dans vaste océan, sans boussole ou sans un vent favorable. Et là, on vit la vie, on peut se réveiller et on se demande, mais pourquoi je suis là? Moi, je peux vous demander, parmi vous, est-ce qu'il y en a beaucoup qui se réveillent tous les matins avec le sourire aux lèvres, avec la joie, avec trop de passion, avec énormément d'énergie, pour aller faire ce que l'on fait par jour, pour aller à l'université pour ceux qui sont dans les études, ou pour aller au bureau pour ceux qui sont au travail? Est-ce qu'on se réveille avec cette patate, comme on dit en tant que jeune, avec cette force, cette énergie, cette envie de se lever pour aller faire ce que l'on fait? Ou est-ce que quand le matin se pointe, parfois on a du mal à se réveiller, ou parfois on ne se ment pas, on dit ok, bah, je vais à l'université, quel sera mon futur demain? Est-ce que je vais avoir un travail? Est-ce que je vais faire 10 années de stage comme les autres? Est-ce que c'est l'un ou c'est l'autre? Est-ce que vous vous levez en vous posant ces questions? Pourquoi je vais à l'université? Ou qu'est-ce que je vais devenir après ça? Ou est-ce que vous vous réveillez avec vraiment de l'envie, avec de la joie, avec de l'amour et de la passion sur ce que vous faites? Vous dites? On se pose deux questions. Pourquoi je suis là? Le désespoir et toutes ces choses. Et on peut dire que c'est simplement parce que comment on est foutu, il n'y a rien qui va, il n'y a pas d'opportunité,
l'ascenseur social est bloqué, donc voilà, je suis condamné à mener une vie de merde. Et voilà ce qui m'attend. Cela peut être vrai, et à vrai dire, c'est parce qu'une bonne partie d'entre eux ne se sont jamais posé cette question et pris le temps de se définir une raison. Lorsque vous avez une raison de vie, quand vous vous réveillez le matin, tout ce que vous allez dire, tout ce que vous allez faire, tout pas que vous allez pousser, ça va être en pas vers cette raison, ce but d'existence. C'est la raison pour laquelle vous êtes ici. Et ça donne une très grande satisfaction. On est toujours satisfait. Ça pourrait ne pas marcher comme vous voulez, mais il y a toujours de la satisfaction. Et on a toujours une raison de se réveiller le matin. D'accord? Donc, alors, on va vous dire ceci. Et si vous ne vivez pas chaque jour de votre vie plein d'exubérance, plein d'énergie, plein d'amour et plein de passion, c'est que vous ne vivez pas votre présent. C'est que peut-être ce que vous faites n'est pas ce à quoi vous êtes ici. C'est que peut-être ce que vous êtes en train de faire n'est pas vraiment ce qui devait vous plaire. Vous comprenez? Et c'est des choses qui arrivent. Peut-être parfois on n'a pas fait les bons choix, parfois on n'a pas pris les bonnes décisions, et au final, on se trouve en train de vivre une vie qui n'est pas la vie qu'on devait vivre. Combien de personnes, ici dans cette salle, se réveillent chaque jour de leur vie avec plein d'énergie, plein d'amour sur ce qu'ils font, plein de passion? Je vois très peu de personnes qui l'aiment. Je vois bien sûr voilà. Et très peu de personnes lèvent la main. Donc peut-être qu'ils se réveillent le matin avec plein de doutes, n'est-ce pas? Sur ce que sera fait demain, sur ce que nous réserve le futur, sur ce que l'on aura après ces 3 années ou 4 années à l'université. On se pose peut-être ces questions-là. Plutôt que de se réjouir, d'être content et tout. Donc, la seule manière pour vous de savoir que vous êtes en train de vivre votre présent à vous, c'est cela. Vous vous levez le matin, vous avez la patate, vous avez de l'énergie, vous avez de l'exubérance, vous avez cette grosse envie d'aller vers ce que vous faites chaque jour. Aller à l'université pour certains parmi vous, aller au travail pour ceux qui ont un boulot, aller à votre stage pour ceux qui font un stage, ou se rendre dans les activités de vos associations, etc. Si cela n'existe pas, c'est que, mes chers amis, vous ne vivez pas votre présent. Et comme je vous ai demandé, qu'il y ait juste une seule personne à lever la main, j'espère bien qu'à la fin de cette séance, vous tous allez avoir la chance et allez prendre le temps de se définir cette raison d'être qui vous permettra, quand vous vous levez le matin, d'avoir cette énergie, cette passion, cet amour de tout ce que vous dites, de tout ce que vous faites et de tout ce que vous en faites. C'est l'objectif de ceci. C'est qu'à la fin, vous ayez une méthode, et il y en a plusieurs, je vais juste vous en parler d'une, mais que vous ayez une méthode qui peut vous permettre de se poser les bonnes questions et de se définir ses présents. Et c'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard. Alors, maintenant, pourquoi est-ce que c'est important d'avoir cette raison? On va essayer de le voir. Pourquoi? Alors, il y a ici la citation donc, qui nous dit que lorsqu'on ne sait vers quel port on vogue, aucun vent n'est favorable. Et ça, c'est vrai. Lorsque vous voulez aller quelque part mais vous n'avez aucune direction, bah, rien ne pourra vous aider. Et si vous êtes dans la vie, quelle que soit la vie relationnelle, professionnelle, et que vous n'avez pas une raison d'être spécifique, rien ne peut être positif. Ça pourrait venir, il peut y avoir des choses, ça vous plaît, vous vous sentez mieux, mais le lendemain, on n'a rien du tout, hop, tout peut balancer. Parce qu'on n'a pas une bonne direction. Alors, parmi les raisons, moi je vais vous en donner 5 et je pourrais vous en citer des centaines s'il le fallait. C'est qu'on a, ça donne un sens à la vie, et ça nous donne une certaine plénitude lorsqu'on a une raison. Et lorsqu'on
lorsqu'on vit cette raison d'être, on dit que tout ce qu'on touche, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on fait est rempli de plénitude, est rempli de sens. Ça a un sens. Si vous vous levez aujourd'hui, vous vous rendez à l'université, ça a un sens. Si moi je me lève aujourd'hui et je vais à mon bureau, ça a un sens. Et ce sens-là fait que je suis heureux, je suis content, je suis fier de ce que je vais faire. Et cela me donne la force. La force parce que tu sais, la vie c'est pas juste le bonheur. Parfois il y a des échecs, parfois il y a des difficultés, parfois. Vous allez peut-être être des politiques, vous allez peut-être être des candidats. Vous allez, vous pouvez vous taper une quinzaine d'échecs dans les élections. Certains vont lâcher carrément. Mais ceux qui disent que ceci a mon sens d'être, ceci va vers mon sens d'être, ils vont continuer même après une centaine d'échecs. Mais ils vont toujours avoir la force, ils vont toujours avoir le courage de continuer. Parce que cela fait partie de ce sens de l'être. Ça nous arrive souvent, pour nous par exemple, qui sont dans le business. Par exemple, de passer, je me souviens quand j'ai lancé ma boîte, j'ai dû taper plus de 6 mois sans que mon carnet de commande ait la moindre commande. Vous pouvez imaginer ce que ça représente. Moi j'avais un boulot, j'étais bien payé, j'ai laissé mon job, je dis allez, je vais entreprendre. Donc imaginez lorsque vous aviez l'habitude de recevoir un salaire par mois. Vous êtes lancé sur une aventure. Et pendant 6 mois, vous n'avez rien qui rentre dans votre compte en banque. Essayez d'imaginer ce que ça représente pour la personne. Vous vous demandez, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que ce n'était pas une erreur? Est-ce que je n'étais pas encore prêt? Est-ce que ces questions vous reviennent et puis vous avez un entourage autour de vous qui vous fait poser encore plus. Mais si j'étais eu jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que pour moi c'était ma raison. Je suis fait pour cela. Je me suis dit, je suis fait pour être en vente. Ça fait partie de mes objectifs. Aujourd'hui, j'ai 9 employés et je finis tous les mois. Mais si j'avais pas été fort, si ça ne faisait pas vraiment partie de ma raison d'être, j'aurais lâché et repris mon boulot ou repris un autre boulot que j'aurais pu faire. Donc ça nous donne une grande force, une très grande puissance pour se remplir. Autre chose, c'est l'enthousiasme et la passion sur tout ce que nous faisons. On est des jeunes, on parle très souvent d'amour. Ceux qui connaissent un peu plus dedans, il n'y a rien qui peut lui donner plus de force, plus de puissance, plus d'engagement que l'amour et la passion. Lorsque vous êtes passionné de quelque chose, quel que soit ce qui peut vous arriver, vous t'aidez toujours. Lorsqu'il y a de la difficulté, vous allez toujours t'aider. Lorsqu'il y a de l'adversité, vous allez toujours t'aider. Et cela arrive quand on a un idéal, une raison d'être. Vous allez toujours avoir cette passion, vous allez toujours avoir cette énergie sans équivalent sur ce que vous allez faire demain. D'accord? Une autre raison, c'est quoi? C'est ce que j'ai dit, le focus, la direction. Vous allez être en bateau dans un vaste océan avec un vent favorable qui va vous mener au port où vous voulez y aller. Vous allez avoir quoi? Vous allez pouvoir vous libérer des choses qui ne valent pas la peine. Vous savez, on passe notre temps sur énormément de choses qui ne valent pas la peine. On passe notre temps sur énormément de relations qui ne valent pas la peine. Il y a des personnes nuisibles dans la société, il y a des personnes qui nous apportent rien, il y a des choses qui n'ont aucun sens. Et on s'accroche parfois. Mais quand vous avez une raison d'être, vous allez toujours vous défaire très facilement de ces choses. Pourquoi? Parce que tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez entreprendre doit répondre à un idéal, doit être en harmonie avec un idéal. Si ce n'est pas en harmonie, vous dites, allez, on laisse. Et si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas ces raisons d'être, ce n'est pas facile de faire ces choses. Et ces choses peuvent être des encres qui vous bloquent dans votre développement personnel, dans votre développement professionnel, dans votre développement relationnel. D'accord? Autre chose, et c'est la dernière que je vais vous citer, c'est que ça vous ramène le succès. Je ne vous dis pas qu'avoir une raison d'être, ça veut dire que vous allez
avoir un succès. Après tout, il n'y a pas de garantie dans la vie. Peut-être que moi, demain, où je ne vais pas terminer cette session et je vais mourir sur le champ, ou je vais mourir demain, où il y en a deux qui ne vont pas être là après-demain, l'année prochaine. Donc, il n'y a aucune garantie. Mais lorsque vous avez une raison d'être, un idéal, des valeurs définies, ça vous guide toujours vers le succès. Donc, et quand vous regardez ces 5 raisons que j'ai citées, ensemble à ce que vous faites, de l'enthousiasme et de la passion dans ce que vous faites, en focus et de la direction sur ce que vous entreprenez, ça vous libère des choses qui ne sont pas nécessaires, ça vous ramène vers le succès. Je pense que c'est assez suffisant comme raison pour se dire, oh, je dois peut-être me poser et essayer de chercher ces raisons d'être, ces définitions que je donne à mon existence sur cette planète. Est-ce que c'est clair? Est-ce que quelqu'un aurait aimé poser une question? Je vous demande plutôt, quand vous avez une question, arrêtez-moi, posez votre question. D'accord? Si j'oublie de vous demander des questions. Aucune question? Oui? Est-ce qu'il y a une mesure particulière pour mesurer le succès personnel? Je dirais non, mais nous vivons dans une société, nous vivons dans un monde où il y a certaines normes qu'on définit comme étant les normes du succès. Qu'est-ce qu'on dit d'habitude? De l'argent, n'est-ce pas? Du pouvoir. Ce sont les deux normes que l'on définit généralement comme étant les normes du succès. Si vous avez de l'argent et que si vous avez du pouvoir politique, dans le business, dans la vie, là où vous êtes, c'est les deux normes. Et on a toujours été poussé vers cela. Vous qui allez faire de la politique, ceux qui font le business, ceux qui font autre chose, on est tous drainés. Mais je vais vous dire une chose. Parce que je pense qu'on ne peut pas faire une définition du succès en général. Je pense que chacun de nous peut se faire sa définition du succès. Et vous serez amené à le faire un jour. Quand vous allez définir votre succès, les amis, ne vous limitez pas à l'acquisition de l'argent et du pouvoir. Il y a d'autres choses. J'ai une dame que j'admire énormément, j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois, qui s'appelle Ariana Huffington. C'est la dame, je ne sais pas pour ceux qui aiment les médias, la propriétaire du magazine Huffington Post. C'était en 2007 qu'elle avait lancé Huffington Post. Elle y travaillait énormément sur le projet. Et arrivé à un temps, elle s'était épuisée. Et ça a gagné, hein, parce que ça a commencé aux États-Unis, il y a eu Huffington Post en Australie, au Canada, ils ont ouvert. Ils commençaient à avoir énormément d'argent, énormément de puissance. Bon, d'abord, c'était une écrivaine très connue, elle avait pas mal de best-sellers. Elle était même élue une des 100 femmes les plus influentes. Puis un jour, parce que son corps était poussé vers ses limites, elle a trébuché et s'est cassé l'os de la joue. Elle s'est trouvée dans une mare de sang dans son bureau. On l'a ramenée à l'hôpital où elle a passé quelques jours, puis elle s'est reprise. Et quand elle s'est reprise, elle s'est posée cette question. Je suis une femme très connue. J'ai une famille, j'ai beaucoup d'argent, j'ai le pouvoir. Et je me retrouve sur une mare de mon propre sang en voulant travailler vers tout ce que j'ai aujourd'hui. Est-ce vraiment le succès? Est-ce vraiment ce qu'il me faut? Est-ce cela? Et de là, elle a mis en place une idée, enfin, un mouvement qui s'appelle les FAD Metrics, la troisième mesure. Troisième mesure pour le succès. Alors, sur sa définition, elle a même sorti en livre très récemment, je vais vous l'acheter, où elle essaye d'exposer cela. Elle dit quand nous faisons notre définition du succès, essayons de rajouter une troisième mesure au-delà de l'argent et au-delà du pouvoir. Et ces trois mesures, c'est quoi? Ces trois mesures devaient contenir trois choses. La première des choses, c'est le partage. Le partage de quoi? Le partage
du temps que nous avons avec les personnes qui nous sont trop chères. Le partage des biens que nous avons avec la société, la philanthropie, tout ce que vous voulez. Autre chose, c'est l'émerveillement. Vous savez, on a fait un exercice, un TOS là, sur la respiration, sur savoir que nous respirons. Donc nous sommes très nombreux à respirer tous les jours et toutes les heures, mais très peu ressentent que nous sommes en train de respirer. On va essayer de faire l'exercice que vous avez vu. Donc pour elle, dit, ce serait très important qu'on puisse s'émerveiller, qu'on puisse vivre l'instant. Il y a des choses que nous faisons tous les jours, nous brossons les dents tous les jours, le matin, à midi. Et qui c'est qui prend un moment pour ressentir, pour vivre le brossage de ses dents? Personne, c'est mécanique, tu te lèves, allez, en pause. Donc pour elle, elle dit, ce serait mieux de vivre l'instant, de s'émerveiller des biens de la nature, de la complexité de notre corps et de redécouvrir par la méditation par exemple. Et autre chose sur ces métriques par l'émerveillement, le partage. Alors le troisième c'est quoi? C'est le bien-être. Le bien-être en nous. C'est de pouvoir se poser la question, est-ce que je me sens bien là? Est-ce qu'avec mes millions et le pouvoir que j'ai, est-ce que je suis bien à l'intérieur? Est-ce que je ne suis pas assez stressé? Est-ce que je ne suis pas assez fatigué? Est-ce que je prends suffisamment le temps de dormir? Est-ce que je prends énormément soin de moi? Donc, moi je vous dirais, et elle est une personne qui m'a énormément inspiré, il faut essayer quand vous allez faire votre définition du succès, moi je ne vais pas vous donner de mesures, mais rajouter au pouvoir et à l'argent ces notions de partage, ces notions de prendre soin de soi et des personnes qui vous sont chères, et ces notions de merde. Vous savez, on a la chance d'avoir un très beau pays. Un pays où la nature nous réserve une grande surprise. Prenez le temps de sortir de Moroni pour ceux qui vivent, pour aller voir cette beauté de la nature. Essayez de vous émerveiller avec cela. Et ça nous ramène quoi? Ça nous ramène beaucoup de calme, ça nous déstresse, ça nous ramène des personnes vraies, de très bonnes personnes. Pas de gens qui vont vivre toute leur vie à chercher de l'argent et à chercher du pouvoir. Donc mettez des lumens dans votre définition du succès. Donc je ne donnerai pas, pour faire un résumé à la question d'Antoine, je ne donnerai pas de mesures spécifiques pour votre succès, mais quand vous allez définir la vôtre, essayez, au-delà de l'argent et du pouvoir, de mettre quelque chose d'humain, de mettre quelque chose de social. Et quand vous avez une raison d'être, cela peut découler. Une autre question? Oui. J'aimerais savoir, est-ce que vraiment il faut avoir une raison d'être? On est vraiment savoir. Parce que des fois, on se fixe un objectif, mais une fois atteint cet objectif, on a envie d'y aller vers l'avant. Oui, alors, c'est bon, vous avez fini votre question? Il y a une chose différente, il y a une grosse différence entre un objectif et une raison. D'accord? Dire par exemple que vous voulez construire une école. Supposons, vous êtes philanthrope, vous vous dites, j'ai besoin de construire une école. Là. Ça, c'est un objectif. J'ai besoin de rehausser le niveau de vie de la population de ces localités. Ça, on peut dire, c'est une raison. Donc, il faut voir la différence entre eux. Maintenant, quand vous avez une raison d'être, c'est quelque chose que vous allez poursuivre pendant toute votre vie. Et chaque chose que vous allez faire, chaque objectif que vous allez atteindre, va être une chose qui vous rapproche un peu plus de cela. Et vous n'allez jamais être satisfait. Et moi, je dis souvent aux gens, il ne faut pas se satisfaire. Il ne faut pas aussi être avide. Et là, votre avidité ne doit pas être une avidité d'argent. Avoir énormément besoin d'argent jusqu'à faire de la corruption, ou voler, ou faire ceci. Mais il faut toujours avoir cette envie d'aller un peu plus loin, d'être un peu plus meilleur. Donc peut-être que vous n'allez jamais être satisfait jusqu'à votre vie, mais quand vous regardez chaque chose que vous faites, vous êtes très content parce que ça vous a permis un peu plus de vous rapprocher à votre idéal, à votre raison d'être. Donc quand vous fixez votre raison d'être, ça va être une chose. C'est-à-dire, ce n'est pas un acte, ce n'est pas un objectif, ce n'est pas un fait. C'est un chemin.
Et sur ce chemin, il y a des pas. D'accord? Chaque pas que vous allez faire vous rapproche un peu plus de cet idéal. Donc vous ne serez peut-être pas jusqu'à votre mort satisfait, mais tout ce que vous avez fait, vous serez. Lorsque vous regardez en arrière, vous aimez ce que vous avez fait. Parce que cela a rentré dans un cadre, dans un idéal. On a compris? Une autre question? Ok, il n'y a pas de question, donc on va avancer. Alors, on va essayer de voir. Je vous dis qu'il y a plusieurs manières de trouver cette raison de vie, de la définir, d'y arriver. On va avoir une méthode en 5 étapes. Je vais vous expliquer. Excusez-moi, monsieur. Oui. J'ai une question. D'accord. Je voulais savoir surtout l'influence de la collectivité, de la société, sur l'individu et sa raison de vivre, sa raison de se prendre en main et de réussir dans la vie. N'y a-t-il pas une influence du contexte ou du milieu social dans lequel il vit, il évolue? Merci d'avoir posé. Parce que souvent, il y a un adage ou bien une idée reçue où l'on croit, je ne sais pas, par raison, par mégarde, que les jeunes issus de milieux favorisés ont plus de chances de réussir que ceux issus de milieux pauvres, indigents. Est-ce que votre analyse sur cette acception est-elle fondée? Je vous remercie énormément d'avoir posé la question. Parce que nous sommes des individus, donc nous vivons dans une société et c'est une société qui nous donne la plupart du temps notre façon d'être. On nous définit, on nous met dans un moule, dans une cage. Et ta question est beaucoup plus pertinente quand on regarde ici au Comores. Ici au Comores, l'individu n'existe pas. C'est la société qui existe. C'est-à-dire, lorsque vous êtes un enfant de votre famille prime que vous en tant qu'individu. Lorsque vous êtes une personne d'un village tel, cette appartenance prime que votre appartenance de l'île, du pays, etc., etc. Et cela est trop pénalisant sur énormément de choses. Et c'est une des choses, j'espère, vous, jeunes de ce mouvement, allez pouvoir dépasser. Arriver à un stade où on a des individus et que ces individus qui confectionnent les sociétés. Nous vivons dans une société où il y a énormément de choses. Moi, ça fait dernièrement, je discutais avec mon ami sur le grand mariage, ces choses que nous discutons trop souvent. Il disait qu'en 1956, Saïd Babetchek avait soumis un projet de loi à l'Assemblée, je ne sais pas comment on l'appelait en ce moment, pour une réforme du grand mariage. Pour une réforme. Ali Soali est encore arrivé en 75, 76, il a essayé la même chose. Nous sommes là aujourd'hui, rien n'a changé. On va poser la question, mais pourquoi il n'y a pas ces changements? Pourquoi le temps passe, on ne fait pas évoluer les choses? Je dis la raison, c'est parce que ici, l'individu n'existe pas. Tout individu doit se remettre dans le moule et y ressembler à quelque chose. Alors, vous allez avoir des gens, ils vont aller faire des études, ils vont être très cultivés, ils vont être trop ouverts, ils retournent au pays, il faut comme tout le monde. N'est-ce pas ce que l'on voit? Parce que ces individus-là ne s'expriment pas. Ici, l'individu ne s'exprime pas, c'est la société. Et ça nous donne des aberrances. Du genre, on voit la notabilité qui sanctionne le président de la République. Vous comprenez? Donc ta question, elle est très importante. Alors, lorsqu'on vit quelque chose, lorsqu'on vit un idéal de vie, soit ça peut être personnel, c'est vous qui avez défini cela, soit c'est la société qui l'a défini pour vous. Par exemple, c'est vos parents, ils ont dit, bon, moi, mon enfant, j'ai besoin qu'il soit médecin, qu'il fasse ceci, qu'il fasse cela. Et hop, ça arrive. Donc, pour dire que c'est pas facile, parce qu'on a une grosse influence sociale dans tous les pays du monde, mais comment? C'est le comble. Parce que l'individu lui-même n'existe pas. Mais je pense que nous, aujourd'hui, vous qui êtes là, nous devrions essayer de dépasser un peu tout cela. De savoir que pour avoir un bon pays, il faut avoir des individualités qui s'expriment, qui se dépassent et qui peuvent avoir une tendance qui va vers la bonne voie. Ce devait être vous, j'espère. Donc, votre idéal, nous, bien sûr, j'en fais partie.
Donc l'idéal, pour la raison d'être, c'est que ce soit quelque chose de personnel. C'est que ça vient au fond de nous. Parce que nos parents nous éduquent, la société aussi, et ils ne savent pas qui nous sommes. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas ressentir à notre place. Donc c'est très important, même si je sais que c'est difficile, d'avoir des idéaux qui ressortent de ce qu'on vous a amené à toujours croire. Croire que quand vous êtes un jeune Comorien, vous ne pouvez pas faire ceci. Croire comme il a dit que quand vous êtes d'une famille pauvre, vous n'allez pas réussir. Je ne veux pas vous dire que quand vous êtes l'enfant de Bill Gates, vous allez avoir les mêmes facilités que les autres. C'est vrai, il n'y aura pas les mêmes facilités. Par contre, cela ne vous empêche pas de réussir à votre niveau ou d'une autre manière. Je vous donne un simple exemple. Je peux essayer de m'asseoir là, de vous citer combien de pays j'ai visité dans le monde, combien de grandes personnalités j'ai rencontrées dans le monde, combien d'états de choses j'ai pu faire dans les 4 ou 6 dernières années. La famille n'a pas mis 25 francs dedans. Pas 25 francs. Ça a été quoi? La plupart du temps, on m'a payé parce qu'il faut que j'aille faciliter en atelier, comme je le fais avec vous ici. On m'a payé parce qu'on veut réfléchir à une chose, il faut que je sois dedans. On m'a payé parce qu'on organise des choses, donc on a besoin de mes connaissances, de mon expertise, de mon apport ou de ces choses-là. Nous sommes venus, on a eu aux États-Unis, en Autriche, en Suisse, en Angleterre, et dans énormément de pays dans le monde. Mais si moi je m'étais donné l'idée que, bah écoute, moi je viens d'une famille pauvre, on n'a pas les moyens, je ne peux pas faire cela, j'y serais pas arrivé. Pas du tout, j'aurais même pas essayé. Mais on essaye de se passer, on essaye de voir intrinsèquement quelles sont mes capacités. Qu'est-ce que je suis capable de faire? Qu'est-ce que je peux donner à cette société? Et à un certain temps, ça décolle. Rien ne vous arrête. Et vous pouvez, d'une manière ou d'une autre, y aller. Quand vous croyez. Quand vous mettez de la passion à ce que vous faites. Quand vous mettez de l'énergie à ce que vous faites. Quand vous faites cela pour une telle raison, rien ne vous arrête. Peut-être quand on ira un peu plus loin sur ces notions de coaching, de développement personnel, vous allez vous apercevoir que quand on se découvre, quand on sait ce qu'elle en est, quand on sait ce que l'on vaut, rien ne vous arrête. On peut aller très loin, à un niveau où les gens ils vont vous respecter. Les gens ils vont vous accepter comme vous êtes. On ne va pas dire non, lui, sa famille est pauvre, lui, on va vous prendre comme vous êtes. N'est-ce pas? Donc, les familles, c'est vrai, c'est des prédispositions qui peuvent vous aider. Si on a des familles qui ont les moyens, si on a des familles qui investissent sur nous, c'est un gros plus. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas aussi une raison pour pas qu'on réussisse. Je pourrais vous citer énormément de grandes personnalités qu'on connaît, des hommes super riches, qui ont été des gros pauvres, qui n'avaient rien du tout. Rien. Je vous ai parlé de Richard Branson, je l'aime bien, ce monsieur. Lui, on l'avait carrément sorti de l'école, renvoyé de l'école. Donc il n'a pas fini ses études. D'accord? Il faisait quoi? Il vendait des vinyles. Les vinyles, c'est les anciens CD, ceux qui ne savent pas les vinyles. Il vendait cela. Mais il était super motivé. Il était quelqu'un de très ambitieux. Il a dit, pourquoi je ne lancerai pas une structure pour maintenant produire de la musique après avoir vendu des vinyles. Et quand il a fallu produire des gens, il y avait, parce que lui il est anglais, il y avait un groupe qui s'appelait les Sex Pistols. C'est un groupe qui était trop vulgaire, les gens ne voulaient pas, personne n'acceptait de produire ce groupe. Branson a dit, je vais les produire. Et ce groupe, c'est un groupe mythique, n'est-ce pas? Toi, tout le monde le sait, il a pris le risque, il a toujours pris des gros risques pour faire des choses. Et aujourd'hui, c'est un des hommes les plus riches du monde. Moi, il m'a dit une chose. Allez, quand vous voulez faire une chose, les jeunes, faites-le quand vous n'êtes pas prêt. Allez, quand vous voulez faire une aventure entrepreneuriale ou autre, faites ça quand vous n'êtes pas prêt. Allez, je vous raconte une histoire. Il nous a dit une des grandes compagnies d'aviation du monde, ça s'appelle Virgin. C'est son groupe. Virgin Airlines. Vous avez Virgin Australia, vous avez Virgin, et vous connaissez peut-être la folie Virgin Galactic. Une entreprise qui va envoyer des gens faire du tourisme dans l'espace. C'est un parti en mission. Il nous a dit, quand je lançais Virgin Airlines, j'allais dans des vacances pour voir une année.
Je suis allé et le vol a été annulé. En ce moment, j'ai travaillé, mais je n'avais pas beaucoup d'argent pour payer le charter, alors qu'il y avait une compagnie de charter, ce qu'on appelle des avions taxis. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé l'argent qu'il avait, et avec tout le monde qui voulait aller à cette destination, si chacun donnait 25 $, il pourrait avoir la somme pour louer le charter. Il a pris un petit bout de papier, il a écrit Virgin Airways, 25 $ pour aller à tel endroit. Il a levé le pancarte, il a collectionné les 25 $ de chaque personne et il est allé à son rendez-vous. Ainsi est né Virgin Airways. Ainsi est né Virgin Airways. Donc, et je vous dis, c'est quelqu'un qui est parti de rien. Mais il s'en fout. Il s'en fout dans les idées, il s'en fout dans les ambitions. Ben, j'ai lu dernièrement, parce que je suis son actualité, il veut faire un avion qui va faire 1 heure de temps des États-Unis au Singapour. Actuellement, ben, c'est pas possible. Mais le connaissant, le monsieur, il y arrivera. Parce qu'il a assez grande confiance en soi. Il a assez grosse passion sur ce qu'il fait. Et il est tout simplement, je ne sais pas comment le décrire. Cette personne, elle n'a aucune éloquence. Il bégaye même un peu. Mais devant cette personne, tu es captivé comme ça. Parce que c'est des leçons de vie que je suis. D'accord? Donc vous pouvez être pauvre, ça ne pose pas de problème. Vous pouvez ne pas avoir des moyens, ça ne pose pas de problème. Ayez de l'ambition, ayez de l'envie, mettez de la force, ayez des objectifs, ayez une raison de vivre. Vous y arriverez, rien ne vous arrivera. Ça ne pose pas. Je ne dis pas que vous allez mourir des millionnaires, vous allez mourir de milliardaires, mais vous allez avoir une vie qui aura pour vous et pour vous. Donc ne voyez que les limites. J'ai une chose, je dis trop souvent aux gens que je croise. Quand on vous dit qu'au Comores, il n'y a rien. Quand on vous dit qu'au Comores, tout est à faire. Quand on vous dit qu'au Comores, tout manque, ne voyez jamais cela, parce que tout est question de perspective dans la vie. Ne voyez pas qu'au Comores, il manque rien. Voyez qu'au Comores, tout est à faire. Et quand tout est à faire, ça veut dire quoi? Il y a des opportunités. Saisissez-les. Saisissez-les. Mais si vous dites, ah bon, il manque rien, pas d'électricité, pas de courant, pas de ceci, pas de cela, si vous voyez cela comme des limites, comme des problèmes, ça c'est à vous de voir. Mais nous autres, on essaie de voir cela comme des opportunités. On peut dire, ok, il manque telle chose, ça veut dire qu'il y a l'opportunité de produire une chose. Vous savez, donc, tout est question de perspective, de façon de voir. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Oui. Bon, je vais encore rebondir. Vous venez de parler d'opportunités aux Comores. Bon, vous avez parlé de Bronson, c'est ça? Un milliardaire. Parti de rien. Parti de rien, mais en Occident, plus particulièrement aux États-Unis, ce rêve américain. Oui. Donc, tout individu peut prétendre à la réussite, devenir comme Bill Gates, etc., etc. Bon, comment combattre l'adversité, c'est pas facile, parce qu'il n'y a pas de modèle évident. Personnes qui sont partis de rien et qui ont pu réussir. Les perspectives d'avenir, de réussite, est-ce qu'ils existent réellement? Pour donner cette conviction, cette croyance aux jeunes, de faire cette abnégation, ces sacrifices, ces concessions de la vie. Parce qu'on peut se dire, voilà, je vais tout mettre. Est-ce que tu veux cela? Est-ce que tu veux ces opportunités? Je veux ces opportunités, mais je ne vois pas la couleur. D'accord, Je ne alors, vois pas la couleur. je vous dis une chose. Peut-être c'est Gandhi qui a dit cela. Si vous voulez le changement, soyez le changement que vous voulez voir. Si vous voulez voir des modèles de réussite, soyez ces modèles de réussite. N'attendez pas que les gens viennent pour être ces modèles de réussite. Vous pouvez être. Vous avez juste à croire en vous. D'accord? Est-ce qu'on peut partir de rien pour faire quelque chose d'un peu plus? Je peux vous partager mon expérience personnelle. Quand j'ai lancé ma structure, chez moi, dans ma chambre. Mon bureau c'était Bata, et mon ordinateur, j'étais seul. Je lançais, c'est pas moi. Aujourd'hui, je vous dis, j'ai des bureaux, j'ai 9 employés. Sur un an. Un an après, j'ai des bureaux, j'ai des employés, et j'ai des gros contrats. Enfin, pas très gros que ça, mais j'ai des bons contrats qui m'ont permis aujourd'hui d'avoir des jeunes comme vous, 8 jeunes comme vous, qui travaillent, qui sont payés décemment chaque mois. Partie de rien. Mon ordinateur, je l'avais avant,
c'est chez moi, et j'y suis resté comme ça. Donc, j'avais l'ambition d'aller très loin. J'ai pas encore de grandes ambitions. J'espère que ça va aller jusqu'à quelque chose de très grand. Mais j'ai accepté d'abord de commencer très vite. Vous comprenez? Si vous avez des grosses ambitions, ayez-les, voyez grand, rêvez très grand, mais acceptez de commencer très vite. C'est le problème du Comorien. Le Comorien, il va vous dire, j'ai envie d'aller à l'espace. J'ai envie d'aller au toit. Mais il veut aller au toit directement. Tu ne peux pas y arriver. Je vous ai parlé de Branson, je vous ai dit, il vendait des cassettes. Après, il vendait des vinyles, après, il faisait ceci, après. Mon nom, Virgin, c'est une empire économique. Donc, le rêve américain, moi j'adore, vous me demanderez c'est quoi les personnes que j'adore dans ce monde, c'est les Américains. Parce que c'est des gens qui ont cette certitude que je dois réussir et que je vais réussir. Et ils vont toujours essayer. Faites comme eux, qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Après tout, c'est l'objectif, c'est pourquoi on est là. C'est pour vous amener à croire en vous, d'accord, et à vous permettre de rêver. Parce que tout commence par là. Tout commence par le rêve. Mais quand on rêve, il faut y croire. Pas dire, bon, j'aurais aimé aller aux États-Unis dans 2 ans, et dire, ah non, c'est pas vrai, je vais pas y arriver, vous voyez toutes les limitations qu'il y a. Si vous mettez tout cela, vous n'y arriverez jamais. Jamais, 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 jamais. Mais si vous mettez de la croyance dedans, ça y arrive. Je vous conseillerais pour ceux qui parlent anglais de lire un livre qui s'appelle Think and Grow Rich. Très intéressant ce livre. C'est un livre qui essaie de vous expliquer comment penser, en fait, comment votre pensée, comment vos croyances peuvent vous mener à ce que vous voulez. À celui-là, il y a un livre en français qui s'appelle Les Big Way, qui s'appelle L'autosuggestion. Lisez ces livres et voyez en quoi votre esprit peut vous ramener à être plus fort, plus grand, arriver à ce que vous voulez, ou votre esprit peut vous amener à être rien du tout. Si votre esprit n'est pas conscient, sûr, déterminé à aller là où vous voulez y aller, vous n'y arriverez jamais. Si vous doutez, si vous avez des incertitudes, vous n'y arriverez jamais. Si vous croyez énormément à cela, je sais, il y a toujours des problèmes, il y aura toujours des blocages, mais devant cette adversité, il y a beaucoup d'énergie et beaucoup de passion qui vous amène toujours à dépasser. En tout cas, c'est l'objectif de ces sessions de développement personnel. Donc on aura le temps de parler de confiance en soi, on aura le temps de parler de croire en soi, de se découvrir. Donc j'espère qu'à la fin, ça nous changera notre façon de voir. Et on va peut-être pas être des Américains, mais on va être des personnes capables de se projeter, capables de voir grand, capables de rêver et aussi réalistes. Parce que dans la vie, il faut aussi être réaliste. Je ne vais pas juste dire j'ai besoin d'être Bill Gates tout le monde et devenir un Bill Gates non plus. Le gars, il n'a pas fait ça d'un coup. Parce que vous connaissez Bill Gates, l'homme le plus riche du monde. Mais le gars a commencé son entreprise dans un garage. Dans le garage de chez lui. D'autres ont commencé leur entreprise dans leur chambre d'hôtel. Bon, on connaît tous Mark Zuckerberg et Facebook. Il a été un des premiers plus jeunes milliardaires de ce monde. Mais sa boîte, il a commencé dans sa chambre d'université. Donc, il est milliardaire aujourd'hui. Vous voyez où il a commencé. Donc, si vous voyez des gens qui ont réussi avec ces perspectives-là, ne pensez pas que c'est venu d'un coup. Il y a du travail derrière. Énormément de travail, patience, abnégation et tout ça. Maintenant, c'est vrai, quand il y a des modèles, c'est facile. C'est facile parce qu'on dit pourquoi lui, pourquoi pas ça. Mais si vous voulez que ces exemples-là arrivent, pourquoi on ne peut pas commencer par vous? Pourquoi vous ne pouvez pas vous dire une de mes objectifs, c'est une inspiration auprès de vous. C'est de faire les choses pour que les gens. Et je vous avoue, c'est une des très bonnes manières de contribuer au changement, c'est d'être un modèle et que les autres vous copient. D'accord? Donc soyez les modèles. Maintenant, on va voir une approche parmi tant d'autres pour définir sa réponse. Première chose, c'est un exercice peut-être que vous allez faire après, c'est d'essayer de déterminer les valeurs et ses priorités. Dans vos vies, c'est quoi vos valeurs?
Est-ce que c'est d'être honnête? Est-ce que c'est d'être intègre? Est-ce que c'est d'avoir de la foi? Quelles sont vos priorités? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est les amis? Est-ce que c'est votre patrie? Vous êtes des politiques, c'est très important. C'est la première des choses à faire. Définissez cela. Définissez des valeurs, parce qu'une vie sans valeur n'est pas. Définissez surtout cela. Des valeurs importantes pour vous et des choses qui sont plus longues. Autre chose, c'est de découvrir vos passions. Quelles sont les choses qui vous passionnent dans votre vie? Vous êtes des militants politiques, vous êtes des militants associatifs. Qu'est-ce qui vous passionne? Est-ce que c'est d'aider les gens? Est-ce que c'est d'inspirer les autres? Quelles sont les choses qui vous excitent? Les choses qui vous rendent joyeux quand vous le faites? Essayez de retrouver cela. Je pense que chacun de nous en a quelque chose. Là. Troisième étape. D'accord? Et la dernière étape. Imaginez que vous êtes mort aujourd'hui. Qu'est-ce que vous auriez aimé que les gens disent? Ici, on n'a pas l'habitude de faire des oraisons funèbres. Certaines fois, on fait, mais c'est quand c'est des personnes. Mais si on devait vous faire une oraison funèbre le jour de votre vie, qu'est-ce que vous aimeriez que les gens disent? D'accord? Est-ce que vous auriez aimé que les gens vous décrivent comme une personne très riche? Non. On l'a jamais fait après tout. Hein. Vous savez, il y a énormément de gens qui ont été très riches, qui ont eu du pouvoir et tout ce tralala. Mais dans leur oraison funèbre, on ne mentionne pas tout. Pas du tout. On dit quoi? Il était quelqu'un de gentil, c'était une personne proche de sa famille, c'était une personne très conciliante, c'était une personne... Vous comprenez? Raison de plus, quand vous définissez votre succès, de ne pas vous limiter à l'argent et au pouvoir. Les gens vont oublier cela. Ça va aller avec vous, c'est dit. Maintenant, pensez à une oraison funèbre et imaginez ce que vous voudriez que les gens disent de vous. Vous comprenez? Et maintenant, quand vous avez passé ces 4 étapes, essayez de rassembler le tout pour en construire votre raison d'être. Votre raison d'être doit être la somme de vos valeurs et de vos priorités, de vos passions, de ce que vous avez besoin d'apporter à la population, à votre pays, à vos familles, et de ce que vous auriez aimé léguer à la société après votre départ. Vous comprenez? C'est cela qui devait normalement définir notre raison. Il doit y avoir de la passion, il doit y avoir des valeurs, il doit y avoir de l'apport, de l'utilité aux autres. Quand je dis les autres, ça peut être votre famille, ça peut être vos amis, ça peut être... Vous savez, quand on dit qu'on veut changer le monde, ne pense pas que vous allez faire des choses qui vont faire tourner le monde d'un coup. Si vous améliorez votre vie personnelle et celle de votre famille, vous allez changer le monde à votre niveau. Il ne faut pas minimiser les petits changements, il ne faut pas minimiser les petites choses. C'est très important. C'est très important. Ça peut suffire, en changeant la vie de 2 personnes, de dire que vous avez contribué au monde. Parce que si tu rends une seule personne heureuse, alors vous avez sorti, vous avez aidé le monde à diminuer une personne qui était malheureuse. Je dis souvent à mes employés que une de mes très grandes fiertés quand je vais au boulot, c'est quand je pense que j'ai 7 personnes qui ont une vie à peine améliorée par l'action que j'ai entreprise et que cela change le monde. Ils disent non, ben écoutez, c'est 7 personnes. Oui, c'est 7 personnes, mais 7 personnes de moins, peut-être dans le monde du chômage est commun. Et si tu essayes de voir ça un peu plus haut, on change le monde à travers ces choses. D'accord? Donc pensez à cela. Essayez maintenant d'y arriver. Et après, vous allez avoir votre idéal. Alors, cela devait vous permettre de répondre à cette question. Quelle est ma raison d'être sur cette terre? Et à vous de le définir. Ne laissez pas les autres définir votre raison d'être. Laissez pas la société définir à vous votre raison d'être. Essayez de la définir, tout en sachant que ce soit utile aux autres, que ce soit
valeureux, que ce soit passionné, etc. Donc moi j'aimerais vous donner une dizaine de minutes. Prenez un petit bout de papier, essayez de le faire. Vous n'allez pas sortir ici aujourd'hui avec cela. Vous allez peut-être prendre beaucoup de temps pour parvenir à le faire. Mais essayez de ressortir quelque chose au bout de 10 minutes. Voir si vous avez eu l'idée de ce que vous aimeriez être votre raison. Donc, prenez un bout de papier. Essayez de définir certaines de vos valeurs. Définir ce que c'est qu'une raison. D'accord? Et d'essayer maintenant de définir ça pour vous. La méthode, c'est à vous de voir la méthode. Vous pouvez passer par cette méthode, comme vous pouvez passer par une autre méthode. Il y a énormément de façons de faire. C'est juste pour vous donner le chemin. Mais vous pouvez aller prendre votre temps à la maison, vous poser ces questions-là, tout en comprenant ce que vous voulez, vous pouvez ressortir cela en passant par une autre méthode. Ça ne vient pas de moi exactement. C'est parce que les questions de développement personnel, ce qu'il faut comprendre, c'est des questions qui se répercutent sur beaucoup de sciences, comme la psychologie, ce qu'on appelle la psychologie positive. Et dans ces sciences-là, il ressort des moyens, il ressort des approches, des méthodes. Donc c'est une des méthodes qu'on utilise le plus dans le développement personnel. Enfin, dans la définition, la raison d'être, mais il y en a d'autres, comme ce qu'on appelle le test de l'entonnoir. Il y en a énormément de méthodes. Et cela est l'une parmi elles, et ça ne vient pas de moi personnellement. Et je ne l'ai pas fait comme ça pour parvenir à la vie. Et c'est là, je trouve que c'est trop clair, c'est très simple, et que peut-être ça pourrait aider d'autres à le faire. Oui. Est-ce qu'il y a une personne qui veut partager avec nous ce qui ressort de son travail? Il y en a qui dort. Allez les enfants. C'est pas aujourd'hui que tu vas définir ta raison. Donc, moi, ce que je veux vous dire. S'il n'y a pas de volontaire, moi je suis volontaire. Ah, il y a un toast qui est volontaire. S'il n'y a pas de volontaire, s'il y en a, ok. Partagez avec nous ce quelque chose. Ok. Dans la liste, tout d'abord, j'ai écrit que servir la religion, c'est-à-dire, je rêve tout d'abord. C'est la liste de. Mohamed Sohaïl. Parce qu'il y a une chose que j'ai dit, j'espère qu'on a été très bien clair. Il faut faire la différence entre votre raison d'être et certaines valeurs ou des objectifs. Si vous vous listez cela, quand je comprends, c'est ce qu'on appelle un objectif. D'accord? Servir votre religion. Mais si vous devez résumer ça en quelques mots, c'est-à-dire parce que l'idée c'est d'y arriver à résumer cela en quelques mots et dire voici ma raison d'être. Après il y a des objectifs qui peuvent découler pour y arriver. Donc je peux en citer d'autres comme ce que tu viens de dire. Mais est-ce qu'il y en a un qui a pu juste définir cela en quelques mots? Après les objectifs peuvent découler de là. Donc en un mot, être un bon politicien. Être un bon politicien. Je trouve que c'est restrictif. C'est restrictif parce que ta vie ne sera pas politique. D'accord? Tu auras une vie professionnelle, tu auras une vie politique, tu auras une vie sociale, tu auras une vie relationnelle. Tu comprends? Il faut que votre raison d'être puisse regrouper tout cela. D'accord? Il faut que ce soit quelque chose que tu peux utiliser sur tout ce que tu vas dire, sur tout ce que tu vas faire, sur tout ce que tu vas entreprendre, quel que soit le domaine. Que ce soit dans la politique, dans la vie professionnelle, dans la vie personnelle, dans la vie relationnelle. Vous voyez un peu? Oui. Bon, je vais essayer. Donc, pour les valeurs, je suis porté sur des valeurs sociales, des valeurs d'entraide, des valeurs de solidarité. Oui. En deux mots. Ok. Là, c'est les valeurs. Bon, non, moi, ce que je sais une chose, écoutez, ayez le temps de le faire. Ça pourrait être quelque chose de très simple, comme j'aurais aimé contribuer au bien-être du monde par l'exemple. Ça veut dire que
Je vais essayer de rendre le monde meilleur en étant moi-même meilleur. Donc tout ce que toi tu fais, c'est quelque chose qui vient, donc quand tu dis comme ça, tu dis par exemple que tu veux être un modèle. Tu veux une inspiration. Donc tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, tout ce que tu entreprends, tu essayes de te poser la question, est-ce que ceci répond à mon objectif d'être quelqu'un d'autre? Est-ce que ce que je suis en train de faire là, c'est quelque chose que les autres auront intérêt à copier? Est-ce que ça va leur apporter quelque chose? Donc prenez le temps, moi c'est ce que je vous demanderai, de définir cela. D'accord? Puis avec le temps, vous pouvez améliorer. Par contre, j'aimerais, dans une dernière partie, vous dire que ça ne suffit pas de se définir une raison de dire j'aurais aimé faire ceci, faire cela. C'est pas une fin en soi. D'accord? Et c'est même le plus simple. Le plus difficile dans tout cela, c'est de vivre cet idéal-là. C'est de parvenir à aligner sa vie avec ces valeurs-là. Parce que quand aujourd'hui vous dites que parmi les valeurs très importantes pour vous, c'est l'intégrité, c'est l'honnêteté, c'est ceci, c'est cela, le plus difficile, c'est de faire en sorte que quel que soit ce que vous allez faire, ça va toujours rester honnête. Quel que soit ce que vous allez dire, ça va toujours rester honnête. Quel que soit ce que vous allez faire, ça va toujours rester honnête. C'est là le grand jeu. C'est de vivre son idéal. Ce n'est pas de la définir. Parce que vous savez, parfois, il y a des gens qui débordent d'imagination. On pourrait s'asseoir et définir quelque chose de super bien. Mais le grand défi, chers amis, c'est de vivre. D'accord? Donc, quand vous auriez le temps, je vous remercie pour votre patience et espérons que ce n'est pas juste des théories. Moi, j'aimerais peut-être finir en ces mots. Quand on parle du développement personnel, ça paraît trop théorique. Ça paraît un peu plus fou, ça paraît un peu plus petit. Je vous demanderai de prendre cela avec le plus de sérieux. D'accord? Prenez cela avec le plus de sérieux. Et le plus, essayez, si vous avez cru un instant à ce qu'on a dit, de le vivre. Essayez de l'appliquer. Parce que c'est des théories qu'elle aurait été en train de dire. Si je suis en train de vous dire c'est mieux d'être honnête, c'est mieux d'être ceci, c'est théorique. Donc maintenant, essayez d'autant gagner. C'est comme une science qui vous ramène à être émotionnellement intelligent. D'accord? Vous entendez une chose très souvent qu'on appelait le quotient intellectuel, qui était la mesure qui permettait de savoir c'est qui les personnes les plus intelligentes du monde. Ça consistait à